Coucou, nous revoilà pour parler d'Ayurveda. Et cette vidéo, à mon avis, je vais dire plein de choses inédites, en francophonie tout du moins. On se fait un petit top des choses les plus épatantes, des plus surprenantes, voire hallucinantes quand même, dans l'Ayurveda. Cette vidéo vient complémenter un petit peu le corpus que j'ai fait au sujet de l'Ayurveda, qui j'espère est un peu différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Tu vas voir, tu risques d'être toi-même désarçonné. Surtout la dernière. Accroche-toi. Le premier, moi ce qui m'a choqué là-bas, c'est que beaucoup de recettes sont faites à partir de mercure. De mercure et même d'autres produits dangereux, réputés dangereux. Et ils te font les petites préparations, ils touillent, ils mettent des plantes, ils mettent d'autres minéraux et finalement, ils te filent ça à boire en traitement. C'est parce qu'en fait, ils ont une connaissance, ils ont recueilli une connaissance au fil des siècles qui leur permet d'utiliser ces produits, mais de les rendre inactifs. Et je te rappelle qu'il faut bien comprendre que eux raisonnent en termes d'éléments, en termes de terre, air, feu et terre. Donc ça veut dire que par ce raisonnement, par cette philosophie-là, ils sont arrivés à avoir des effets très précis sur la matière, comme de rendre des produits qu'on dit dangereux, non, même pas dangereux, mais en plus de s'en servir pour obtenir un but thérapeutique. Ils disent qu'ils purifient le mercure avant de l'utiliser. Il y a une procédure qui vise à l'oxyder, je ne sais pas ce qu'ils font trop, mais ils le purifient, ça prend un certain temps, et après ils peuvent l'utiliser. Et évidemment, il y a des recherches qui ont été faites, et effectivement, les thérapeutes qui utilisent ça n'empoisonnent pas leurs consultants. Bon, je te rassure quand même, ça n'existe pas en France, on joue pas à se mettre le couteau sous la gorge, puis en plus c'est des techniques que personnellement moi je maîtrise pas. D'ailleurs, je savais tellement que ça ne pourrait pas l'utiliser que je n'ai même pas cherché. Mais il y a quand même tout un domaine où j'utilise le vitriol. Je ne sais pas si tu as vu dans ma vidéo où je présente le musée, il y a 2-3 trucs. Tu t'es pas serein avec. Ben, ça l'utilise. Ils te le donnent en pilule. Ils utilisent la force de ces produits très particuliers pour te donner des résultats super puissants. Deuxième truc, gros classique. Mais si t'es pas habitué, ça peut te choquer un peu. Ils utilisent l'urine, énormément l'urine. Mais attention, toi tu te dis, ah Maroli, ouais, on boit son urine, j'ai vu ça chez les hippies. Non, eux, ils vont... Tu vois, quand t'es un peu dans les trucs naturels ici, lavement et tout, toi tu vas en Inde, en fait t'as juste le degré 1. Toi t'es juste là, t'es juste pas en panique, mais chez eux, ils poussent ça beaucoup plus loin. Donc eux, ils utilisent l'urine, beaucoup l'urine de vache. Ils utilisent l'urine de chèvre, ils utilisent beaucoup d'urine, ils utilisent même leur sel mélangé en combustible. Il y a des préparations qui nécessitent spécifiquement du torchis fait avec de la bouse de vache. Spécifiquement, c'est précisé. Bon, peut-être si t'es pas habitué, tu vas te dire l'urine, oh là là, c'est des perchés, c'est dégueulasse. Mais regarde comment eux raisonnent. Bon, déjà, il me faut réhabiliter l'urine si t'es pas un familier avec ça. L'urine, c'est pas toxique d'une part, c'est pas contaminé. Chez 99% des personnes, l'urine est stérile, sauf s'ils ont des maladies bien précises et très peu courantes. L'urine est stérile. Et non seulement elle est stérile, mais elle est antiseptique. Et rappelle-toi que cette urine que tu pisses tous les jours, c'est la filtration de ton sang. C'est ce qu'il y avait dans ton sang, au plus profond de ton être. Tout ce qui est filtré, retiré avec de l'eau et tous les éléments en trop, ça donne l'urine. Donc c'est pas sale, c'est loin d'être sale. Ça provient de ton sang. Donc ce que tu as mangé se retrouve en partie dans l'urine, forcément. D'ailleurs tu vois, quand tu manges différemment, ta couleur d'urine change. Et le truc drôle, c'est qu'ils ont des effets en fonction des animaux différents. Tu pourrais te dire pourquoi on change d'urine. Et bien parce qu'en fait les animaux sont plus ou moins grands. T'as le chameau qui va très haut, dromadaire, je sais plus. La vache, la chèvre, le chien même, je crois. Dégueulasse. Et en fait, ces animaux vont pas manger la même chose, même dans un biome, un biotope équivalent, ils vont pas manger la même chose. Il y en a qui vont manger des feuilles un peu plus hautes et pas dans les mêmes proportions. Donc l'urine, ils savaient quelles seraient les propriétés de l'urine et du coup ils l'utilisent, ils en font boire, ils en mettent dans l'anus. Je t'avais dit que c'était des trucs de fou. Donc ça aussi, on ne fait pas en France. Mais là-bas, ils le font.
Et non seulement ils le font, mais ils ont des résultats probants. C'est bon? Tu suis? Tu t'accroches? Le 3? Allez, le 3 est plus sympa. Alors ça, tu le sais peut-être pas, même si tu es un petit spécialiste de l'Ayurveda, mais l'Ayurveda, donc c'est Ayu, la vie, Veda, science, entre guillemets. L'Ayurveda, science de la vie. Mais ça concerne l'être humain. Tu as bien remarqué, c'est de nous que ça parle. Mais il existe des Ayurvedas pour d'autres règnes. Et tu as le Gajayurveda. C'est l'Ayurveda pour les éléphants, spécifiquement, parce qu'ils aiment les éléphants. Tu as le Mrigayurveda, pour les cerfs, les deer, c'est pas vraiment des cerfs. Tu as l'Ashvayurveda, Ashvayurveda, pour les chevaux. Gavayurveda pour les vaches. Et le Vrikshayurveda pour les plantes. Tu as une science de la vie pour les plantes, pour s'occuper des plantes, pour les développer. Ah, ça, c'est une petite info inédite, ça. Le 4e point, moi, il m'a beaucoup surpris. Je sais pas s'il va te surprendre autant que moi, mais j'ai trouvé ça épatant pour des êtres humains, en fait. Dans la philosophie de l'Ayurveda, c'est très vaste, c'est très grand, ça vient des Védas, mais ensuite, il y a eu des écoles, tu sais, ça a duré pendant 5000 ans. Enfin, les traces écrites remontent à 5000 ans, mais ça remonte à bien plus longtemps. Et ces traces écrites, donc ça part des Védas, mais ensuite, il y a des grands maîtres qui ont aussi fait des corpus de textes avec leur expérience. Et il y a des écoles de pensée qui viennent se greffer. Ce qui fait un corpus gigantesque, en fait. Déjà, la base, c'est gigantesque, mais alors, si tu surajoutes ça, ça devient difficile à appréhender presque. Et ce qui, moi, m'a fasciné dans la manière dont on a été enseigné, c'est qu'en fait, dans certaines écoles de pensée, il y a plein d'écoles de pensée qui sont complètement différents en termes de philosophie et en termes de conclusion, des fois. Alors, sur la grande base, ils sont tous ok, tous pareils, mais des fois, il y en a qui distinguent plus de tissus différents dans le corps humain, plus de points énergétiques, plus d'endroits, et qui attribuent pas exactement les mêmes attributs à certains éléments. Tu vois, il y a des variations quand même. Et il y a des variations tellement énormes, et ça m'a vraiment sidéré. Il y a des écoles athéistiques et des écoles théistiques. C'est peut-être en anglais qu'ils disent ça. En gros, il y en a qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, ou aux forces divines, et d'autres qui y croient, la plupart en l'occurrence. Mais c'est quand même fou qu'il y ait une cohabitation dans le corpus de ce que les gens ingurgitent. Un thérapeute va ingurgiter les deux opposés comme ça. Plein de pensées différentes, et ils vont les ingurgiter et en faire quelque chose de souple et d'uni à la fois. Et ils arrivent à se démerder avec ça. Moi, ça m'épate, parce que c'est tellement, on me dirait presque dissonant, en tout cas très contraire, paradoxal, et ça ne les dérange pas des masses. Ça va, des fois ils te parlent, tu as envie de dire, ils sont en train de prêcher là. Puis en fait, après ils passent à un autre chapitre, et le mec il te dit presque l'inverse, en termes de philosophie. Tu dis, mais en fait, t'es pas croyant? Ça va. Tu peux pas savoir, en fait, ils l'ont tellement bien ingurgité, ils sont pas émotionnellement, ils ont pas un contact émotionnel comme nous on peut avoir à cause des religions. Tu vois, ils le prennent vraiment souplement, avec souplesse. Ça m'a impressionné. Le 6e petit point croustillant, que si tu raisonnes pas en termes d'éléments, tu vois pas le rapport, tu dis ça n'a aucun sens, c'est que c'est par rapport à l'eau. Ils considèrent une eau potable, non pas parce qu'on voit au microscope, parce qu'il y a telle bactérie ou qu'il n'y a pas telle bactérie, qu'il y a tel minéraux ou pas tel minéraux. Nous, on voit comme ça, on se fait une liste, et si t'as pas ce qu'il faut dans la liste, ou trop haut ou trop bas, bah c'est pas potable. Eux, c'était pas comme ça, ils n'avaient pas les microscopes. Pour eux, la potabilité dépend de la digestibilité de l'eau. Plus une eau est indigeste, moins elle est potable. Plus elle est digeste, plus elle est potable. Et ils peuvent augmenter la digestibilité de l'eau. Alors là, tu vas rigoler si tu connais pas l'Ayurveda trop. Pour bien digérer, il faut du feu digestif, l'agni. Pour rajouter du feu dans l'eau, bah, il faut chauffer l'eau. Et ils te disent, prenez une bouteille, faites-la bouillir. Déjà, tu as rajouté de l'agni dedans. Mais si tu la fais bouillir et évaporer jusqu'à la moitié ou un tiers,
là tu as une eau super digeste. Ce qui, en l'occurrence, corrobore le fait déjà de la stériliser. T'as plus d'amibes, t'as plus rien dedans. Déjà, ils avaient cette sagesse au passage. Ils vont même plus loin que ça, eux. Ils disent que si tu la réduis, que tu rajoutes ça, ce que tu regardes, tu vois pas la différence, hein, d'un point de vue occidental, t'as juste perdu de l'eau. Bah, eux, ils disent que ça rajoute beaucoup de feu dedans, du coup, tu la rends plus digeste, plus potable. Top. Étonnant, non? Et le dernier, alors là, accroche-toi à ton fauteuil, à ton canapé, à ton portable, je sais pas sur quoi, parce que ça remue un petit peu. Il existe des amibes là-bas qui ont, peut-être ici, mais c'est plus un truc d'Inde ça. Ils te donnent des maux de tête. C'est des vers qui te donnent des maux de tête. Et pourquoi ils te donnent des maux de tête? Parce que ces saloperies vont dans ton cerveau. T'imagines des vers dans ton cerveau? Et ils grossissent, ces saloperies. Ça fait des bons gros vers. Et toi, tu commences à avoir mal à la tête. Et en fait, tu comprends, parce qu'ils sont en train de bouffer ton putain de cerveau. Et à faire des trous dedans. Donc, il y a danger mortel, il faut t'en séparer. Hein, il faut les buter. Sauf que tu peux pas mettre un produit hyper actif, hyper puissant, parce que c'est dans ton cerveau, tu peux pas aller tout cramer là-bas dedans. Tu peux pas mettre un orient ou je ne sais quelle préparation un peu forte, parce que c'est hyper sensible, et eux, ils ont tout passé. Et en plus, il y a des membranes de protection dans ton cerveau. Comment tu fais pour te sortir ces vers du cerveau sans te tuer en t'intoxiquant? Pour les tuer, eh ben, ils ont une technique. Ah, il faut toujours s'accrocher. Là, on est au premier stade. Hein. Le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, c'est de les enlever sans les tuer. Et donc, il te faut un sang non contaminé. Donc, pas le tien. Il faut le sang de quelqu'un d'autre. Que tu prennes le sang de quelqu'un d'autre, qui veut bien te le donner, hein, on est d'accord. Tu le recueilles, il faut qu'il soit frais, et tu vas te faire un nasiya avec. Ça veut dire te mettre du sang. Nasiya, c'est quand tu passes par le nez, là. Et tu vas le diffuser dans toute la cavité nasale. Tu vois, comme ils font avec leurs tests, là, pour aller au fond de ton cerveau. Parce que justement, au fond, je sais pas pourquoi ils vont super profond comme ça pour aller détecter le virus, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tout au fond, là, le contact avec le cerveau est très fort. Il y a quelques membranes qui séparent les muqueuses, et tu as le cerveau derrière. Et donc, ils font ça. Ils mettent le sang de quelqu'un d'autre, qui va attirer du sang frais comme ça, qui va attirer les vers, les amibes, et qui vont remonter dans tes sinus. Et là, faut moucher violemment pour les chasser. C'est rocambolesque, comme on aime. Ça doit pas être une partie de plaisir. Et ça doit être spécialement dégueulasse. Mais bon, ça te sauve la vie. Tu peux faire une fumigation aussi avec du poisson et de l'aubergine, mais à ce niveau-là, de toute façon, tu t'essayes. Hein. T'es plus à ça près. T'es plus, ouais, peut-être les croyances, ouais, je sais pas. Non, t'essayes là, je te le dis. Hein. Tu te fous du sang quand même de quelqu'un d'autre. Dans le nez, tu l'inspires. Tu imbibes tes sinus avec du sang de quelqu'un d'autre pour que ça attire les vers et que tu les chasses. C'est ouf ou c'est pas ouf? Je t'ai menti ou je t'ai pas menti? Ah, quand ils nous ont dit ça, on n'était pas bien. Hein. On était... c'est où qu'on chope ça, au fait Bon, si t'as aimé, abonne-toi. Et puis mets la petite cloche, on ne dira jamais assez, la petite cloche. Et pour les autres, on se revoit très sûrement la semaine prochaine. Avec un sujet varié, hein, tu vois, des fois c'est spiritualité, des fois c'est connaissance naturopathique, des fois c'est Ayurveda, des fois c'est piste cyclable. Bah ouais, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. On est là pour être vivant, et la vie, c'est complexe, c'est pluriel, et c'est surprenant. Allez, ciao.